Bien, on se retrouve pour ce nouveau rendez-vous conférence, le dernier de cet après-midi, à l'occasion donc de ce e-workshop Croisière Région Sud. Je vous rappelle que vous êtes plus de 300 à nous avoir rejoints sur ces 3 jours, plus de 150 rendez-vous B2B qui ont été organisés sur ces 3 jours aussi. La preuve, s'il en est bien que il fallait que cette filière croisière montre une fois de plus qu'elle est en pleine action avec vous, cela pour préparer la reprise dès que ça sera possible et bien évidemment autorisé par l'État français. Je crois que les acteurs de la croisière de l'ensemble de la région se mobilisent beaucoup pour cette reprise. Durant ces mois d'arrêt forcés, eh bien, comme on le disait, eh bien, ces acteurs ne sont pas restés les bras croisés, bien au contraire, ils continuent à travailler, notamment en matière d'environnement. C'est le thème de ce débat. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr intervenir avec vos commentaires et vos questions. Vous les rédigez sur le chat, sur la partie droite de l'écran, et Elsa Bassé les posera oralement à nos experts. Alors, ces experts, je vous les présente. Pour le port de Cannes, Éric Barra, qui n'est pas là, mais qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. Pour le port de Toulon, Hervé Moine, qui est directeur adjoint des ports de la rade de Toulon. Merci de nous rejoindre. Et pour Marseille, Jean-François Suas, président de Marseille-Provence Cruise Club, un des organisateurs de ce e-workshop, président du conseil de développement du GPMM, le grand port maritime de Marseille-Fos. On espère que Éric Barra, le directeur du port de Cannes, va nous rejoindre dans quelques instants. Merci d'être au rendez-vous. Jean-François Suas, cette problématique environnementale durable, elle est omniprésente dans les ports de la région sud et plus particulièrement à Marseille. Elle est incontournable depuis plusieurs années maintenant, obligatoire. C'est presque une philosophie que vous développez depuis des années. Pourquoi, Jean-François ? Tout simplement parce qu'on s'est fait tirer l'oreille, je plaisante, mais parce que tout le monde est sur ces questions-là. Alors évidemment, on est à l'intersection de beaucoup de forces, donc, et celle des armateurs, c'est pas toujours la plus active. Vous pensez bien que c'est des millions d'euros d'investissement, donc il faut qu'il y ait une pression, et la pression en général, elle vient évidemment des ports et des populations qui les entourent. Alors quand vous êtes perdu au large, c'est une chose, entre guillemets, perdu on ne l'est jamais, mais et quand vous êtes en centre-ville, ce qui est le cas des paquebots, parce que finalement, les paquebots sont des navires qui rejoignent plutôt les beaux sites, donc des sites très fréquentés, et plutôt les centres-villes pour des questions pratiques pour leurs passagers. Donc vous remplissez toutes les cases modernes, on va dire, de la difficulté et du partage finalement de l'espace public, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ce sont des zones qui sont très convoitées. Les centres-villes, que ce soit le prix du mètre carré, la présence d'un bateau, etc., on est dans des zones d'extrême pression. Et donc, quand on a mis tout ça, à partir de la fin des années 90, c'est pas où on a compris les dégâts, c'est un peu comme avec la cigarette, on a fumé allègrement dans les années 40, 50, 60, sans trop se poser des questions. On va dire pour les polluants atmosphériques, c'est à peu près la même chose, jusqu'aux années 80, jusqu'à découvrir les fameuses pluies acides, qui ont été vraiment sans doute le premier sujet. Après, le CO2 au même moment, dans les années 70-80. Et peut-être les NOx et les SOx qui sont un peu plus fins, peut-être, un peu plus tard, sur les conséquences, on va dire plutôt les années 90. Donc tout ça, évidemment, vous avez des gens qui viennent chercher les symboles. Après, quand on est des communicants, comme les associations environnementales, par exemple, ou des politiques, excusez-moi, j'ai fait un lapsus, des politiciens, on va dire, vous allez choisir des symboles, et quoi de plus voyant qu'un paquebot, quoi de plus facile à dénoncer, etc. Donc on arrive à la fin des années 2000, pour refaire l'historique, plutôt le 2005, entre 2005 et 2010, où cette problématique est vraiment venue au devant de la scène avec les premières réactions, puisque là que l'OMI a pris les premières décisions pour abaisser les taux de soufre, on a vu apparaître les premiers scrubbers sur les paquebots, évidemment, etc., tous ces laveurs de fumée, et voilà, cette notion de faire attention, évidemment, de se préoccuper à la fois de la santé de son équipage, de ses passagers, mais aussi des populations, donc évidemment, alentour.
On va revenir sur tout ce qui a été fait, notamment à Marseille, avec tous les dispositifs, tous les protocoles qui ont été mis en place justement pour cette protection de l'environnement. Je salue Eric Barra qui nous a rejoint, qui est à Cannes. On le disait avec Jean-François Suas à Marseille, cette problématique environnementale, elle est au centre des préoccupations. J'imagine qu'à Cannes, c'est pareil, hein, avec un port qui est dans la ville, même si vous, à Cannes, les bateaux de croisière, ils ne viennent pas jusqu'au port, ils restent dans la rade. Hein. Oui, bonsoir à tous. Oui, on a les mêmes problématiques. Moi, je suis arrivé au port de Cannes en 2018 et quelques semaines après, j'ai été convoqué à la ville pour qu'on explique au maire quelle était la réalité de l'impact environnemental des croisières sur son territoire. Donc lui, il lisait tout ce qu'on peut lire d'affreux et d'horrible dans la presse avec des caricatures et il n'avait aucune idée et aucune connaissance de savoir qu'est-ce qui se passait. C'est-à-dire, en gros, est-ce que quand le bateau arrivait, est-ce que tout ce qui était consommé était jeté dans la rade? Est-ce que les mouillages étaient en plein dans les coraux et les posidonies? Quel était le carburant utilisé? Enfin, il n'avait aucune notion. Donc, en fait, il y a beaucoup de mystères quand même qui entourent. Et quand on vous écoute, Eric Barra, on comprend que celles et ceux qui ne connaissent pas bien le monde de la croisière et notamment tous les efforts qui sont faits par les armateurs en matière environnementale puissent arriver à se poser de telles questions, même de la part du premier magistrat de la ville de Cannes. En fait, et je pense que les armateurs ne me contrediront pas, à l'époque, il y a encore quelques années, ils ne communiquaient pas. Ils faisaient plein de choses. Il y avait il y avait un ingénieur environnemental à bord, il y avait plein d'actions pour avoir l'impact le plus faible possible, mais ils ne communiquaient pas. Ils gardaient ça dans leur démarche interne. Et donc, en fait, quelqu'un qui ne s'intéressait pas vraiment au sujet n'avait pas une information précise de ce qui se passait. Et finalement, souvent, ils communiquaient que pour réagir à des critiques, mais jamais sur des communications proactives de ce qu'ils faisaient. Hervé Moine, merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint des ports de la rade de Toulon. Particularité là aussi, puisqu'on a 3 types de ports finalement. Hein. On a le grand port maritime de Marseille, où voilà. On a ensuite le port de Cannes, où les bateaux sont au mouillage dans la rade. Et puis on a la situation de Toulon avec les cars ferries, les bateaux de croisière, l'arsenal avec ce port militaire. Et là aussi, la prise en compte de cette problématique environnementale, Hervé Moine. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, on est sur une problématique qui était mal connue, comme le disait Jean-François jusqu'à maintenant. Effectivement, après, on a eu cette croisière bashing, et même sur les ports. Vous avez dit que les armateurs communiquent mal, mais les ports, nous non plus, on n'est pas très, très bons. On en parlera peut-être tout à l'heure, hein, sur tout ce qu'on peut faire et ce qu'on est en train de faire. Mais pour revenir à Toulon, effectivement, là, on est sur encore un autre type de port, puisqu'on est un port encore plus intra-urbain presque que Marseille, puisque c'est comme si on faisait venir dans le vieux port, puisque c'est l'image qu'on connaît le mieux à Marseille et certainement à l'extérieur, 3 ferries et 1 ou 2 bateaux de croisière en fonction des périodes. Donc, on est vraiment en centre urbain et bien sûr, la population qui est juste à côté, on a évolué, on l'a rappelé, et aujourd'hui, effectivement, que ce soit le premier magistrat, là, pour le coup, c'est Hubert Falco, soit on arrête tout, soit on évolue. Voilà, donc on a surfé, hein, je dirais, avec même, pas l'arrêt total, mais on a eu quelques bruits dans les couloirs de Toulon et dans les rues de Toulon de dire qu'est-ce qu'on fait avec les ferries et les croisières. Je crois que Nice est en train de se poser ce type de questions et je crois qu'il faut qu'on fasse très, très attention parce que la finalité de tout ça, c'est que si on ne bouge pas, je pense que. Alors, on a Hervé, moi, on a des petits soucis. Et donc, on se soigne, hein, tous, c'est pas trop tard. Pardon. Allô ?
Je vous disais, on va essayer de rétablir une connexion sur laquelle on puisse vous entendre parce qu'on a quelques soucis pour bien comprendre ce que vous êtes en train de dire. En attendant que ça fonctionne correctement avec vous à Toulon, on va évoquer avec les trois responsables que vous êtes les mesures que vous avez prises justement pour aller dans cette logique environnementale de croisière durable et de cercle de croisière vertueuse en fait par rapport à l'environnement. On va commencer avec vous, Jean-François Suas à Marseille, premier port de croisière en France avec en 2019 pas loin de 2 millions de passagers, les plus gros bateaux du monde qui y font escale. Pouvez nous détailler, Jean-François, ce qui a été fait depuis plusieurs années, notamment depuis que vous êtes arrivé au sein du club croisière Marseille-Provence, pour arriver à rendre plus vertueuse au niveau de l'environnement cette activité économique importante pour le territoire? C'est vrai qu'il faut reprendre un peu l'historique parce qu'il y a tellement de confusion et de choses fausses qui ont été dites, hein, évidemment. Par exemple, l'OMI, la réglementation internationale, y compris en Méditerranée et surtout en Méditerranée, a obligé dès 2015, 1er janvier 2015, l'utilisation hackée d'un gasoil qu'on appelle MGO, Maritime Gasoil, mais qui est assez proche en termes de teneur de soufre et qui est ce qu'on appelle un produit blanc, véritablement, donc, et comme le gasoil à peu près des voitures ou des camions, pour l'utilisation de ce qu'on appelle des groupes électrogènes lorsqu'ils sont utilisés à quai pour fournir l'électricité aux navires. Donc ça c'était donc dès 2015. C'était un agenda qui existe toujours, puisqu'on sait qu'au 1er janvier, par exemple 2020, ces carburants, qui sont utilisés là par contre au large, en manœuvre ou au large, sont donc diminués donc, pour la zone méditerranéenne, pour le reste du monde, de 3,5 pourcentage de soufre, donc ce qu'on appelle les oxydes de soufre. Donc, une fois qu'on a brûlé du soufre, il reste malheureusement un composant gazeux qui est nocif, qu'on appelle l'oxyde de soufre, donc, ou SOx, et qu'on retrouve. Si on diminue la quantité de soufre dans le carburant, évidemment, ce gaz est produit en plus faible quantité. Donc, on est passé de 3,5%, ce qu'on appelle donc, le 3,5 souvent, à 0,5%, ce qui est même divisé par 7, c'est pas négligeable. Et donc, 7 fois moins de SOx. Et aujourd'hui, au-delà de ça, donc ça c'était le 1er janvier 2020, donc ça c'est en application. Donc c'est vraiment une grande nouvelle, c'était un pas décisif. On a des initiatives locales, alors non, Marseille n'est pas la seule, hein, Cannes en a une, Toulon aussi, et d'autres ports en Méditerranée, et tant mieux, puisqu'on va discuter ce soir plutôt de la Méditerranée. Et donc nous, on a signé cette fameuse charte bleue. Pourquoi? Parce que, je le rappelle souvent, on était dans une période difficile avec cette canicule en 2019, donc au mois de juin, et on a vraiment, avec les armateurs, j'aurais dit, voilà, il faut vraiment qu'on accélère, quoi. Donc on avait ce goût soumis où on voulait présenter toutes sortes de choses, et moi j'avais cette idée de forcer un peu la main pour avancer, et on va dire que par exemple, la prise de position du gouvernement de l'époque, du ministère et surtout du préfet qui a dit c'est aussi simple que ça, hein, on ne fera pas rentrer les bateaux dans le port de Marseille tant qu'on est en alerte canicule, puisque toutes sortes de décisions étaient prises sur la vitesse des voitures, sur l'accès au vieux port pour des véhicules diesel assez anciens et autres. Donc on a un peu travaillé en urgence, et c'est souvent dans les crises qu'on fait des grands pas, et on a dit, voilà, moi je pensais sincèrement qu'il y avait 4 sujets. Un premier très facile à faire qu'on a fait immédiatement qui s'appelle la réduction de vitesse, parce qu'évidemment, si vous utilisez 3 moteurs, alors ce sont des diesels électriques, c'est un peu complexe, mais si vous faites tourner 3 moteurs ou un seul ou deux pour accéder au port de Marseille, vous n'avez pas les mêmes quantités de polluants. C'est aussi simple que ça. C'est un grand sujet, d'ailleurs, la vitesse des navires au large comme en manœuvre, etc. Vous avez aussi ce qu'on appelle de l'éco-pilotage, ce que nous pratiquons en tant que pilote pour diminuer au maximum là aussi les consommations de combustible. Deuxième point très important, celui-là il était assez facile à mettre en place et il a été mis d'ailleurs dès l'été au 1er janvier 2020, mais il avait été mis en place aussi à chaque fois qu'il y avait une canicule. Le deuxième, sur du moyen terme, c'était d'accueillir le plus de possible de navires GNL, donc au gaz naturel liquéfié, et d'avoir une véritable filière avec un avitailleur, etc. Donc ce qui va arriver en 2021. Donc, on a déjà des paquebots en GNL et c'est aussi simple qu'on dissocie toujours 2 impacts quand on brûle des énergies fossiles. Un impact planétaire qu'on appelle les gaz à effet de serre, avec nous, pour les énergies fossiles, le CO2, mais il y en a d'autres, comme le méthane. Et un autre impact qui, lui, est plus compliqué, puisqu'il est local, il est sur les SOx et les NOx, donc, qui sont ces fameux polluants dont les oxydes d'azote, les NOx,
ont un impact sans nul doute sur la santé. Alors, il n'est pas du tout dans les proportions, là aussi, hein. On est parti, les chiffres sont, voilà, souvent on parle de 60 000 morts en France prématurés, donc ce sont des gens qui ont une espérance de vie qui est diminuée de quelques mois à 80 ans, vous voyez un peu, et souvent on dit qu'en gros il y a 60 000 morts à Marseille. Donc voilà, donc il y a des amalgames, ça représente quelques centaines de morts prématurées. Alors, c'est vraiment les gaz des navires, les gaz des camions, les gaz de tout le monde, mais voilà, sachant que les navires du port de Marseille, par exemple, représentent que 10%, en gros, entre 10 et 15% des gaz globaux. Donc, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on veut éliminer ça, donc quand on choisit le GNL comme carburant, on a du CO2 encore, et en quantité un peu plus faible, réduit de 20%, et là aussi on peut discuter des chiffres. Par contre, pour les NOx et les SOx, les fameux gaz dangereux, on va dire, pour la santé, ceux-là sont éliminés de l'ordre de 99% pour le soufre. C'est vraiment le gaz qu'on utilise, ce qu'on appelle le gaz de vie, le soft il est liquéfié, etc. Il refroidit à basse température, mais peu importe, il a une vertu, c'est celle d'être quasiment neutre pour la santé. Et en fait, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, qui est un point vraiment de long terme, c'est la connexion électrique à quai, puisque là, effectivement, on résout, on a parlé de santé, donc on résout tous les problèmes. On coche toutes les cases, puisqu'il n'y a plus d'émissions. Le bateau est à quai, il est connecté, hein, comme un aspirateur. Alors, justement, Jean-François, sur ce branchement à quai où on en est aujourd'hui à Marseille, comme ça, après, on va avancer un petit peu, on verra dans les autres ports. À Marseille, c'est quelque chose qui fonctionne, le branchement électrique à quai. Oui, il fonctionne sur les ferries, évidemment, depuis des années. Deux compagnies sont connectées, la Méridionale et la Corsica Linea, et on espère vraiment, et rien ne me dit aujourd'hui que là, beaucoup de choses sont faites, les financements, etc. Les premiers travaux ont commencé. Donc pour 2022, 2023, donc à 2 ans maximum, 2 à 3 ans, les 2 premiers quais de croisière qui seront connectés. Et quand on a 2 quais, comme on a une moyenne en gros de 2 ou 3 paquebots entre ceux qui sont au GNL, ceux qui seront connectés, on peut considérer qu'on très très rapidement on peut avoir 50, 60, 70% de nos passagers. Aujourd'hui, ce qui est assez incroyable, par exemple, on a 15% de nos passagers en GNL, donc on ne peut pas considérer que cela n'a pas d'impact sur la santé, et on a quand même quasiment 80% qui sont sous épurateurs de fumée, où vous avez ces fameux taux d'azote ou taux de soufre qui sont réduits à quasiment zéro. Donc aujourd'hui, les escales, alors évidemment, il y a du CO2. Donc c'est pour ça qu'il faut aller plus loin que ce qui est fait aujourd'hui en connectant les navires à quai. Mais racontons l'histoire vraie que la plupart des paquebots, à quasiment 80%, 85% des passagers qui arrivent à Marseille, sont quasiment neutres aujourd'hui en particules et autres. Ils sont l'équivalent d'une voiture et même souvent un peu mieux parce qu'ils ont aussi des pots catalytiques. On ne va pas rentrer dans un discours hyper technique, mais la réalité, c'est qu'on a des bateaux modernes qui sont très récents et qui ont ces capacités-là. Merci Jean-François donc, pour toutes ces précisions concernant ce qui se fait à Marseille avec la limitation au maximum de cet impact environnemental des bateaux de croisière sur toute la population qui est autour du port. Éric Barra, à Cannes, il y a des efforts qui sont faits. Alors, il y a des choses qui ont été signées à Marseille lors du Blue Summit tout à l'heure. Jean-François Sass le rappelait. Vous aussi, vous avez travaillé sur une charte et vous avez été quasiment dans l'obligation de dire, vous avez dit aux armateurs, soit vous signez, soit vous venez pas. C'est ça, en gros, l'idée. Oui, parce que bon, d'abord, on est tous dans des contextes différents. Hein. Comme vous le disiez, nous les bateaux ne viennent pas à quai, ils restent en rade. Et puis, à Cannes, il n'y a pas de ferry. Parce que c'est compliqué pour les ports qui ont à la fois du ferry et de la croisière de mettre en place une charte de la même manière que nous, on n'a que des bateaux de croisière, où quelque part, c'est plus simple. Donc, nous, oui, en fait, quand on a étudié les impacts environnementaux pour faire court, on a considéré que seuls les impacts sur la qualité de l'air pouvaient être présents à Cannes parce qu'on n'avait pas encore les instruments de mesure. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est focalisé sur la charte. Et donc, comme le précisait Jean-François, donc ce sont les émissions de SOx et de NOx et de CO2. Et donc, on est parti sur un système très simple, c'est qu'on s'est dit, au petit niveau cannois, on va se mettre en zone ECA à partir de la zone de pilotage, c'est-à-dire à partir de… Alors, on va expliquer, Éric Barra, on va expliquer ce que c'est la zone ECA. C'est une zone à teneur de soufre réduite, quoi.
Voilà, exactement, où on est sur des carburants à 0,1% de soufre. Et donc, uniquement à partir de la zone de pilotage. Donc, ça, on l'a rendu obligatoire, ou alors avec des systèmes de scrubber, mais fermés, donc pour qu'il n'y ait pas de Alors, rejet. les scrubbers, pour ceux, alors peut-être que Jean-François, et je vous redonnerai la parole, Eric, et ensuite à Hervé Moine, pour expliquer à celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce mot anglais scrubber, c'est les laveurs de fumée, en fait. C'est une installation qui est mise sur les bateaux et ça lave les fumées qui sont rejetées dans l'atmosphère. C'est ça, Jean-François? Oui, mais je pense qu'Éric connaît bien le sujet aussi. Non, non, tout à fait. Alors, ce qui est… Oui, non, mais voilà, ou un Ouais, des tout à deux. fait. Non, mais une petite explication technique, peut-être Eric Barra à ce moment-là. Non, mais Voilà, alors pour moi, bien par contre, expliquer. je serais moins technique, mais c'est exactement ça. Donc, on lave les fumées, mais par contre, dans le système, il y a après, on rejette dans l'eau, ou alors ça reste en interne. Donc, il y a les deux systèmes. Il y a les scrubbers ouverts et les scrubbers avec des systèmes et des circuits fermés. Donc, nous, pour pas qu'il y ait de rejet dans l'eau, dans la charte, on a demandé, quand il y a utilisation des scrubbers, que les scrubbers soient avec des circuits fermés pour pas qu'il y ait de rejet dans l'eau. Et on a surtout ensuite travaillé sur la charte, sur l'ensemble de la chaîne touristique, pour ne pas focaliser uniquement sur les bateaux. Parce que quand on parle de croisière, on parle de bus, d'excursions, on Bien parle de sûr. plein de choses. Alors, Et qu'est-ce que vous avez fait là-dessus? ben, tout simplement, on a fait une charte avec les autocaristes pour que les bus en excursion soient uniquement des Euro 6. Parce que sur des excursions, forcément, on ne peut pas travailler avec des bus électriques. Il faut travailler avec des bus qui ont une certaine autonomie parce qu'ils partent. Alors, des bus Euro 6, des bus Euro 6, là aussi, pour expliquer, sont des bus avec des normes environnementales polluantes. Exactement. C'est les plus exigeantes, en fait. Voilà, c'est les plus exigeants aujourd'hui avec des moteurs thermiques, donc avec sans pollution de soufre. Et en fait, on a travaillé sur l'ensemble de la chaîne pour faire en sorte que tous les acteurs soient impliqués, que ça ne soit pas uniquement un focus sur les bateaux de croisière, même si c'est le gros, évidemment, dans le contenu de la charte. Et on a mis un système de bonus, c'est-à-dire qu'en fait, on a encouragé la signature de la charte en offrant un bonus de 20 centimes par passager sur notre redevance pour pouvoir inciter et être dans une démarche vertueuse, non pas de sanction, mais dans une démarche vertueuse. Et on a aussi évidemment travaillé avec tous les acteurs, c'est-à-dire avec les pilotes, avec CLIA, avec l'ensemble, avec d'autres armateurs, les agents maritimes. Enfin, on a essayé d'associer l'ensemble des acteurs pour faire quelque chose d'équilibré et qui soit réaliste dans le contexte de fonctionnement de l'industrie de la croisière. Voilà, donc Et visiblement, ça fonctionne plutôt bien. Jean-François Suas, avant de passer la parole à Hervé Moine, à Marseille, je crois que le port a instauré aussi un bonus pour les navires vertueux et on a aussi dans le port la vitesse réduite, vous le disiez, et ce carburant beaucoup moins soufré à 0,1 aussi. Hein. Absolument, donc ça c'est systématiquement en manœuvre aussi, et aussi d'ailleurs les scrubbers qui doivent être de type fermé s'ils sont utilisés en manœuvre comme à quai, et surtout effectivement aussi des bonus, puisqu'on considère qu'une incitation financière alors elle est globale hein, pour tous les types de navires, mais il se trouve que la plupart du temps ce sont les paquebots qui répondent le mieux, hein, ce sont des indices hein, qui sont calculés. Il y a toutes sortes. Quand un bateau est moderne, en fait, évidemment, comme une voiture, il rentre dans ces catégories-là. Et donc, ce sont des rétrocessions sur les droits de port et c'est évidemment des sommes relativement importantes qui permettent de privilégier ce type de navire, quoi. Et alors, il y a un système pour le moment que de bonus. On peut imaginer aussi avec du malus, etc. Donc, c'est ce qui sera mis de toute façon en place aussi dans le futur. Voilà, la charte bleue, c'était bien ça. C'était par exemple d'avoir des navires GNL plutôt que. Voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas envoyer tous les mauvais navires ailleurs. C'est toujours délicat parce que c'est vrai que de savoir qu'on voudrait avoir que le meilleur et que les autres se gardent les navires qui ont 25 ans. Mais bon, voilà, on a le choix aussi. On est parmi les leaders et ça peut être un critère pour nous de choix, entre guillemets. Bien sûr.
Bien sûr. On va à Toulon maintenant. Hervé Moine, à Toulon, vous, on le disait tout à l'heure, une situation particulière parce qu'il y a l'Arsenal, vous avez les ferries et vous avez les croisières. Alors vous avez fait un choix stratégique, en tout cas en ce qui concerne les croisières, c'est de ne pas accueillir de très gros paquebots, de prendre des unités de 200 à 300 mètres maximum et de ne pas accueillir le reste. Expliquez-nous la stratégie que vous avez mise en place par rapport à ça. Alors, il faut que vous ouvriez votre micro pour qu'on puisse profiter de tout ce que vous allez nous dire. Ça doit être Voilà, bon là. le Bon micro fonctionne. Allez-y, Hervé Moine, on vous écoute. Bon. Ouais, alors c'est difficile de passer derrière tous les deux là, parce qu'ils m'ont tout pris, ils ont tout dit. Non, sur les carburants, bien sûr, je reprends un peu la même philosophie que mes deux voisins. Les mesures se ressemblent, c'est clair. Après, pour revenir sur Toulon, oui, on accueille de moins gros bateaux, plutôt sur la catégorie effectivement 200, 300 mètres, plutôt des paquebots de moins forte puissance, donc effectivement des bateaux sur le secteur luxe et premium. Ces bateaux, effectivement, on va pouvoir potentiellement embrancher aussi, comme à Marseille, sur les quais ferries. Donc, ce que disait mon voisin de Cannes, c'est que la problématique de Toulon, c'est qu'on accueille à la fois des ferries et à la fois la croisière. Donc, nous aussi, on a essayé comment de faire… vous faites finalement, Hervé Moine, comment vous faites parce que vous traitez de façon… parce que c'est compliqué de traiter Corsica Ferries, puisque c'est l'opérateur Ferries Car Ferry que vous avez sur Toulon, et de traiter une compagnie de croisière américaine. Comment vous vous organisez les choses et quand est-ce que ces branchements à quai seront opérationnels et pour qui? Alors, ben voilà, donc justement, dans le projet global pour piloter avec la région sud, dans lequel Marseille rentre aussi, on est sur cette notion d'escale zéro fumée. Donc, ça, c'est très important. Donc, le dossier aujourd'hui, nous, concernant les branchements à quai, on est en appel d'offres. Donc, c'est un projet entre 15 et 20 millions d'euros pour brancher, pour alimenter trois quais en branchement électrique qui va fonctionner donc et s'orienter pour les ferries, on le disait. Donc, les ferries en escale longue. Donc, toute la partie estivale, il ne faut pas se leurrer. Quand un bateau reste moins d'une heure quasiment pour Corsica Ferry, il ne pourra pas être branché. Par contre, quand on simule ça sur toute l'année, les escales longues représentent 80% des émissions. Donc, on va pouvoir diminuer 80% des émissions avec ce style de solution technique à quai. Et pour les bateaux de croisière, bien sûr, ils ne sont pas en même temps. Et quand on en aura un sur un quai dédié, on va pouvoir le brancher lui aussi, puisqu'on va essayer les trois quais, on pourra arriver jusqu'à une puissance de 10 MW. Donc, ça ne sera malheureusement pas possible sur tous les bateaux de croisière. Cette forte puissance est un problème que rencontre Marseille, qu'on rencontre tous, et encore plus les villes qui sont encore plus loin du réseau en bout de ligne, comme Nice, Cannes, en bout de ligne RTE. Voilà, donc sur le branchement à quai des navires, on est très avancé. Les travaux vont démarrer, les entreprises sont en cours de sélection et on devrait être opérationnel pour fin 2021-2022. D'accord. Hervé Moine, comment ça se passe? Parce qu'on parle, bon là, c'est notre sujet principal, ça reste quand même les bateaux de croisière, mais un très fort trafic de car ferry que vous avez à Toulon avec la Corsica Ferries. Comment ça se passe pour eux? Ils ont aussi cette obligation du 0,1 sous frais ou alors ils arrivent dans le port Non. Avec l'armateur, on a mis en place justement le même type de charte. Elle est passée par la charte bleue, ça s'appelle le PAREM, plan d'amélioration et de réduction des émissions maritimes, où on a mis en place les mêmes mesures, et c'est pour ça que je vais peut-être les répéter, mais bien sûr sur les vitesses, sur le carburant en 0,1, la Corsica l'a accepté aussi. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je crois que j'ai été coupé, mais il en va de la survie des ports. Si on ne fait pas ça, c'est terminé. Je pense qu'aujourd'hui, le citoyen, il ne va pas nous laisser faire n'importe quoi et on est au bout du bout. On peut vraiment, et je le disais, je pense que vous n'avez pas été entendu, Nice se pose de vraies questions et un jour ou l'autre, Toulon ou Marseille, et on n'en est pas loin.
Donc, il faut vraiment qu'on mette en place ces plans d'amélioration en synergie avec les villes. Et c'est là qu'on va retrouver tout ce que disait mon voisin de Cannes sur le parcours global, parce que le flux, il est le bateau à quai, et puis après, l'impact sur le territoire. Et c'est là que c'est très intéressant de boucler la boucle pour avoir vraiment des excursions zéro impact. Je crois que c'est plutôt vers ça qu'il faut qu'on tende, et que ce croisiériste-là, le parcours du croisiériste doit être, oui, zéro, c'est peut-être un bien grand objectif, mais en tout cas le minimum avec les cars GNL, vous l'avez dit tout à l'heure sur les cars côté Cannes, mais aussi sur ce que va consommer le croisiériste et les visites aussi à l'arrière-pays, les domaines agricoles plutôt vers le bio, les produits locaux et non pas du Made in China. Enfin, je pense qu'il faut qu'on pousse le raisonnement vraiment sur la globalité du parcours, parce que c'est là qu'on est attendu. Et là, peut-être qu'on va pouvoir faire vraiment de fixation de richesse territoriale. Il faut qu'on fixe d'une autre manière. Vous avez raison, Hervé Moine. Hein, je pense que c'est un sentiment qui est partagé par Jean-François Suas et Éric Barra. Et c'est ce qu'on a vu dans les conférences précédentes, notamment celle sur le slow tourisme et l'écotourisme, où il y avait une vraie demande de la part des croisiéristes et des armateurs pour arriver à ça. Jean-François, à Marseille, ce travail, il se fait sur le port, mais aussi avec vos partenaires, sur ce que disait Hervé Moine, sur toute la filière autour, en fait, avec les réceptifs, avec les guides, avec les autocaristes, avec tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui et qui vont dans le même sens que cet engagement purement industriel sur le port pour finalement avoir un impact environnemental sur la croisière la plus faible possible. C'est ça l'idée. Hein. Absolument, ça fait des années d'ailleurs que moi j'ai toujours été favorable. Je disais à la mairie, voilà, tous les bus qui arrivent sur le Vieux-Port, parce qu'un bus à Nord aussi, quand vous discutez avec les gens qui font les tests, ils considèrent que dans une ville comme Marseille, l'air qui sort ça paraît caricatural, mais l'air qui sort filtré du pôle échappement, entre guillemets, peut être moins chargé en particules que celui qui est rentré, entre guillemets, dans l'habitacle du bus. Donc, pour vous dire si on peut arriver à faire des choses grâce à des technologies. Et ça s'appelle la norme Euro 6, on en a parlé tout à l'heure. Donc, moi, je suis favorable à tout ce qui va dans un sens, évidemment, parce qu'un bus, moins il fait de bruit, moins il pollue, etc., etc. Il faut en limiter le nombre parfois. On a le problème de Notre-Dame-de-la-Garde, et à l'évidence, il faut traiter. Alors là, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on repart d'une feuille blanche. C'est qu'on repart voilà. Avec l'idée qu'on peut faire des nouvelles choses, qu'on n'aura pas 2 millions de passagers l'année prochaine, évidemment, peut-être pas non plus dans les 2 ans qui viennent ou 3 ans. Donc à nous d'imposer les règles en douceur et que tout le monde retrouve évidemment un sens économique à ses activités, tout en ayant peut-être ce nouveau monde en tête. On sait où il faut aller au moins, c'est certain. Hervé Moine, il y a un point sur lequel vous travaillez aussi à Toulon, c'est le bruit. C'est ce que, avec un vrai travail et un vrai projet. Il y a ça d'une part, vous allez nous expliquer. Et puis je crois que tout à l'heure, quand on a situé le port de Toulon, que tout le monde connaît, la proximité, enfin l'implantation aussi de cet arsenal avec le port militaire, il y a des synergies aussi que vous souhaitez créer et sur lesquelles vous travaillez. Alors premier point, le bruit. Alors, justement, sur la partie bruit, je pense que le constat de départ, c'est ce que disait Jean-François tout à l'heure, c'est d'arrêter les fausses idées. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un état zéro avec les partenaires professionnels et experts là-dedans, comme Atmosud, par exemple, et des projets européens qu'on mène en ce moment. C'est vraiment de faire un état zéro de la pollution atmosphérique et aussi du bruit. Et c'est là qu'on va s'apercevoir, comme justement Nice l'a fait avec l'impact du tramway. Ils ont rapidement mesuré que le tramway était un véritable enjeu de pollution, mais parce qu'ils avaient mis en place toute une stratégie de mesure et d'état zéro. Voilà. Donc là, on est en train vraiment de remettre à plat comme il faut un état zéro, à la fois sur les émissions atmosphériques, mais aussi sur le bruit. Et donc, dans ce cadre-là, on a initié un projet européen qui s'appelle Triplo, avec nos partenaires, dans le cadre des projets européens maritimes, nos partenaires italiens, pour justement faire pareil sur la partie vibration et bruit. Voilà, donc on en est là, et bien sûr derrière on mettra en place toutes les mesures potentielles qu'on peut apporter avec la ville, peut-être en travaillant aussi sur l'interface ville-port, puisqu'on est un cœur de ville. Voilà, donc déjà c'était de remettre un peu les choses à plat pour éviter que ça parte dans tous les sens,
Là, il y a eu des périodes électorales. D'ailleurs, on croyait que ça allait être plus grave que ça. Bon, ça a été à peu près maîtrisé. Bon, et puis à Toulon, on a un maire assez puissant qui repassait au premier tour, mais on craignait que ça puisse devenir effectivement un enjeu électoral très compliqué. Bon, ça n'a pas été le cas. À nous de maintenir tout ça dans le bon sens et avec de tels outils. La synergie, oui, côté Toulon, c'est encore plus compliqué qu'à Marseille, puisque le GNL, Jean-François l'a expliqué tout à l'heure, nous aussi, bien sûr, on y travaille. Par contre, on a des voisins qui sont pas évidents, hein, on les rassure, on travaille avec eux. Ils sont en branchement électrique depuis très longtemps, hein, d'ailleurs, la marine. Ils nous ont jamais dit, mais ils sont connectés depuis plus de 20 ans. Donc, on voit bien qu'on n'invente rien. Mais à nous, je dirais, de développer le maximum de synergie avec eux parce que des financements duals sont à la clé aussi. Voilà, donc on se rapproche beaucoup d'eux. Pourquoi ? Parce qu'au niveau européen, au niveau national, on va pouvoir aller chercher des financements et il va y en avoir besoin, mais en termes de civil et maritime et militaire. Voilà, donc ça, c'est une belle clé. Ils sont partenaires, on a de très bons contacts avec eux. Et justement, si on veut faire venir des bateaux de croisière GNL, on est en train de faire les simulations d'études de danger avec eux parce que c'est clair que pour eux, cette énergie n'est pas non plus la plus… voilà, donc on rassure, on a fait toutes ces études-là, c'est rassurant. Voilà, donc on est sur un cas spécifique à Toulon. Mais malheureusement, dans le monde qu'on vit, les militaires qu'on croyait être un frein pour nous, ça peut devenir un atout, et c'est devenu un atout, parce que c'est une rade qui rassure. Voilà, en termes de risque. C'est plutôt une bonne chose. Et c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc, c'est une bonne chose pour vous. Nos voisins, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Éric Barra, par rapport à ce que disait Jean-François Suas à l'instant sur le fait finalement que cette crise sanitaire ait provoqué l'arrêt des croisières, une petite reprise et à nouveau un arrêt, et on en discutait hier, l'ensemble du secteur est dans l'attente d'une autorisation de redémarrage au-delà de cette jauge de 250 passagers pour faire en sorte que la filière puisse reprendre son activité, repartir d'une feuille blanche. Alors même si à Cannes, à Marseille, à Toulon, vous avez fait beaucoup, ça vous donne de nouvelles idées pour progresser en matière d'environnement? Alors, moi, j'aurais tendance, pour être un peu pragmatique, pour 2021, de laisser un petit peu tranquille la filière parce que ils ont souffert énormément au niveau économique. Donc, ce qui est important, c'est surtout de se focaliser sur le sanitaire pour essayer d'aider et d'accompagner la filière pour que les croisières puissent reprendre dans les meilleures conditions possibles. Et donc, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est la priorité, c'est au sanitaire pour pouvoir rassurer et faire en sorte que les autorités nous permettent de continuer l'activité. Après, je crois qu'il faut qu'on se batte, pas forcément individuellement, mais collectivement. Alors déjà, au niveau des ports français en Méditerranée, d'essayer d'être le plus je dirais, en adéquation avec des outils communs, parce que plus on aura des choses en commun, plus ça sera lisible pour la filière. Mais surtout avancer au niveau méditerranéen, parce que, bon, par exemple, on est, comme le disait Jean-François tout à l'heure, on est passé au 0,5 à partir du 1er janvier 2020. Donc pour le taux de soufre dans le carburant. Pourquoi on ne passe pas en 0,1 et pourquoi la Méditerranée n'est pas en zone ECA alors que l'Europe du Nord, alors que les Caraïbes le sont depuis des années. Donc il y a des pays en Méditerranée qui bloquent. Ben, comment on peut aider pour faire en sorte que ça s'accélère? Parce que finalement, le plus simple, c'est que les normes rattrapent un peu le retard et nous facilitent les choses, parce que ce n'est pas toujours simple d'imposer les choses à nos clients. Et surtout, il y a des grands ports en Méditerranée qui, s'ils le souhaitaient, pourraient être beaucoup plus leaders et pourraient nous aider à imposer des règles à l'ensemble de la filière. C'est compliqué pour un port de lutter. Par contre, si on le fait collectivement, c'est facile parce que finalement, l'industrie sera obligée de se plier aux exigences des ports et des collectivités. Et donc, moi, je pense qu'il faut il faut anticiper et pas attendre qu'il y ait un rejet par les populations ou par les politiques. Et donc, il vaut mieux être en avance de phase. Et d'ailleurs, on travaille avec Marseille, on est dans un groupe avec 8 grands ports en Méditerranée. Il y a
il y a Palma, il y a Venise, il y a Bergen, il y a Malaga, enfin, il y a pas mal de grands ports. Et si on arrivait à trouver des solutions communes, ça serait pas mal et surtout, ça nous permettrait de communiquer, d'avoir une Alors communication. justement, c'est important ce que vous venez de dire là, Éric Barra, puisque dans un des rendez-vous de l'après-midi avec un spécialiste du tourisme et des nouvelles solutions du tourisme qu'on a eu en tout début d'après-midi, il a insisté sur le fait que la filière aujourd'hui, finalement, toujours par rapport à cette crise sanitaire, même s'il y a eu des images désastreuses qui ont été montrées en tout début de pandémie, on les a vus sur le Diamond Princess au Japon, etc. Il dit finalement c'est peut-être une chance si la filière s'en saisit pour repartir, comme on l'a dit tout à l'heure, de cette feuille blanche et de recommuniquer et de communiquer à nouveau finalement sur tout ce travail qui est fait, mais qui est finalement très discret parce que le commun des mortels ne sait pas comment ça se passe sur un bateau de croisière, il ne connaît pas les efforts que les constructeurs de bateaux font, que les chantiers navals font, il ne connaît pas les efforts que les ports font pour s'occuper notamment du branchement électrique, etc. Jean-François Suez, j'ai envie de vous interpeller là-dessus. Cette communication, il va falloir que vous la fassiez, ne serait-ce que vis-à-vis des riverains de Marseille, de Toulon, de Cannes, vis-à-vis des clients des croisières, vis-à-vis aussi peut-être des politiques. Et c'est quelque chose peut-être sur lequel il va falloir que vous vous mobilisiez tous. Alors, on le fait déjà, ça nous donne la parole. Vous savez, quand vous portez une parole froide et scientifique, de nos jours, ça devient compliqué, avec les complétistes de tous bords, les gens qui souhaitent, vous savez, quand vous avez des politiques toute la journée ont accès, par exemple à Marseille, aux médias et disent, vous savez, un bateau, c'est l'équivalent du central à charbon sur la Canebière en centre-ville. Quand vous passez derrière, expliquer rationnellement que ça représente quelques camions, quelques bus, etc. Mais après, moi, qu'est-ce que je vous dis? Il y a eu 15 bateaux. Aujourd'hui, il y a 15 bateaux dans le port de Marseille, par exemple, qui sont arrêtés 24 heures sur 24. On en a 3 ou 4 d'habitude maximum, le vendredi, le samedi, jusqu'à 5. Et ces 15 bateaux, pendant le confinement, personne n'en a trouvé la trace. On avait diminué, soi-disant, 70 ou 80%, ce qui est vrai, évidemment, en termes de polluants. Alors moi, j'ai téléphoné à Nemo Sud, j'ai dit, voilà, faites beaucoup de calculs possibles. C'est une très bonne période. Il y a les bateaux sont là et plus que jamais, comme on n'en aura jamais d'ailleurs, sans doute dans l'histoire du port, puisqu'on les quelques-uns qui nous resteront un jour seront connectés. Bon, ce n'était pas possible parce qu'évidemment, pendant la première phase de confinement, il n'y a pas eu, mais la chute des polluants sur l'air marseillais, c'était 70%. Donc, si nos bateaux représentent 10 ou 15% de la pollution, mais c'est 10 à 15%, c'est tous les ferries à Marseille. Il y a 3500 escales dans le port de Marseille, il y a 500 escales paquebots. Donc, une fois que vous avez donné tous ces chiffres, que vous avez expliqué aux gens qu'il s'agit de quelques camions lancés ou quelques bus à 100 km/h, ils consomment tant, voilà. Mais si vous avez face à vous des gens qui martèlent toute la journée parce qu'ils ont un intérêt, évidemment, politique, de communicants, etc., ou d'autres parce qu'ils sont une association en mal d'existence et qui ont besoin, là aussi, d'avoir des adhérents, et vous rentrez dans quelque chose qui est difficile. Et même aujourd'hui, quand on a avec nous les associations environnementales, qui sont pour la plupart très raisonnables, qui ont compris là, et qui voient bien qu'on est dans une trajectoire, une transition, ils sont totalement dépassés souvent par tout ce qui est dit là autour. Parce que c'est vrai qu'après, vous rentrez dans un sujet où on dit, mais il y a des milliers de gens qui meurent à cause de vous. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. Donc, nous, on communique de manière très froide, très logique, en disant, voilà ce qui se passe. On peut améliorer. C'est sûr que les ferries en 0,1 à Toulouse ou à Nice, j'espère qu'on les aura aussi à Marseille. Donc, il y a beaucoup de sujets. Donc, et voilà, il faut continuer. Rien n'est parfait. Chaque litre de carburant, comme je dis toujours, apporte un certain nombre de particules et de gaz. Il faut juste dire la vérité. Et effectivement, ramener ça, quand on parle par exemple de décès, ce sont des décès prématurés, qu'heureusement tout le monde ne meurt pas, et tant mieux, mais qu'il y a un véritable impact sur la santé. Donc faisons en sorte qu'ils soient dans une... Voilà, on ne pourra pas connecter tout le monde demain matin, mais une fois qu'on aura connecté les paquebots d'ailleurs, et c'est surtout qu'il faut connecter en premier, parce que beaucoup de puissance, parce qu'il y a de l'argent qui a été gagné pendant des années qui permet de le faire, etc. etc. Même si aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord, c'est très compliqué de remettre une énième couche de misère, entre guillemets, ou de contraintes économiques dans un océan de misère. Depuis un an pour les croisiéristes, enfin depuis 10 mois, et surtout tout le secteur, qu'il s'agisse des bus, je ne sais qui. Et donc voilà, il faut y aller avec
conscience de tout et on a les chiffres, on a les stats, on a tout, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas dans un monde inconnu, hein. On sait à peu près où on va. Hervé Moine, là-dessus, je vous voyais hocher de la tête par rapport à ce que disait Jean-François sur cette communication. Comment vous vous positionnez, vous, à Toulon par rapport à ça? Voilà, on va vous laisser réactiver votre micro. Est-ce que ça marche? Ouais, voilà, c'est bon là? Allez-y. Oui, allez-y, on Allez. vous écoute et on vous voit. Allez, super. Bon, oui, j'ai le même avis que Jean-François, oui, mais quand même, je pense on progresse, mais on y va vraiment lentement, que ce soit les côtés armateurs, je n'ai pas les juger, mais les ports, on n'est pas très bon et on continue malheureusement. J'ai passé 20 ans au port de Marseille, la notion de port center, je vais y revenir à Toulon. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à faire de la vulgarisation de qu'est-ce que c'est déjà un port, déjà. Et bien sûr, là-dedans, il y a la croisière. Donc, je reviens à Toulon. Ben, on va essayer, en tout cas, dans l'idée de ce branchement à quai, d'avoir un conteneur. Il y a toute une charte sur les port centers. Donc, vous regarderez, hein, un port center, c'est quoi? C'est là où on explique de manière pédagogique ce que c'est un port, qu'est-ce qui s'y passe, les flux et tout ce qu'on y fait. Donc là, on va essayer, en tout cas, on va saisir la balle au bon de ce projet de escale zéro émission pour mettre en place un petit conteneur. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas grand-chose. C'est un 20 pieds ou un 40 pieds à l'entrée du port où on va expliquer avec des maquettes tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui au grand public. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'expliquer au grand public. Et oui, c'est des ressources. Donc, on aura 1 ou 2 techniciens qui seront présents tout le temps lors du chantier pour justement essayer de rattraper ce retard et de communiquer peut-être autrement en passant déjà par cette vulgarisation. On n'est pas bon, il faut le dire, on n'est pas bon et on continue à ne pas l'être. Donc, je suis désolé d'être un peu dur. Et bien sûr, les politiques s'emparent de cette place-là. Mais c'est les clubs de croisière, tout le monde, on doit tous être dans le même sens. Mais il faut qu'on vulgarise notre discours, comme l'a dit Jean-François, de manière froide, c'est vrai, avec la science, avec des mesures, mais aussi simplement, qu'est-ce que c'est un bateau, combien, et arrêter ces images dans la presse, etc. Mais c'est à nous de se prendre en main. Voilà, donc on va ici à moindre échelle de faire ça sur Toulon. J'espère que, voilà, mais encore une fois, je ne vous dis pas que c'est facile, hein. Le premier magistrat de la ville ne voit pas ça. Voilà, de suite, on va tomber dans les compétences de un, mais pourquoi vous communiquez sur la voie publique? Enfin, voilà, bon, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut qu'on aille vers ces outils-là. Voilà. Et deuxième outil, une certification, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la notion de certification du terminal, croisière et ferry, pour avoir une certification européenne qui s'appelle port propre. On va dupliquer ce qu'on a fait sur la plaisance, on va le dupliquer sur les ports de commerce. Donc ça, c'est communiqué autrement pour avoir une certification là-dessus aussi, comme on l'a fait, je vous dis, sur la plaisance, avec tout ce qu'on met en place sur la partie yachting et grand yachting. Voilà. Donc ça, c'est 2 axes forts. Il faut qu'on progresse et on ne peut pas rester comme ça. Éric Barra, à Cannes, quand on a préparé cet entretien, je vous ai posé la question parce que c'est vrai qu'on parle, la presse a beaucoup parlé de Marseille par rapport à ses effets sur l'environnement des bateaux de croisière. Quand on a préparé cet entretien, ce rendez-vous, je vous ai demandé quelle est la perception des Cannois vis-à-vis des bateaux de croisière. Et vous m'avez dit complètement autre chose, c'était l'aspect visuel en fait. Oui, en fait, on est un petit peu comme Toulon, c'est-à-dire que le port est totalement ancré dans le cœur de ville. Donc, les bateaux, même s'ils sont en rade, on les voit et on les voit très, très bien. Et donc, quand il y a au-delà de 2 bateaux dans la rade, ça coince un peu. Donc, nous, ce qu'on a essayé de travailler, c'est d'essayer de travailler à un équilibre entre le développement économique, le business, éviter le surtourisme aussi également, être capable aussi d'adapter les flux à nos capacités d'accueil, parce qu'on n'a pas de terminal croisière, on travaille dans des conditions qui sont plus compliquées, avec des tenders, un quai, etc. Donc, on a essayé de s'adapter et on s'aperçoit qu'au-delà de 2 bateaux, visuellement, pour les Cannois, c'est compliqué. Une anecdote pour aller dans le sens de ce que disaient Jean-François et Hervé. Le cabinet du maire m'a demandé de recevoir un président d'association parce qu'il se plaignait en disant que les bateaux étaient à même pas 400 mètres de la côte et que c'était insupportable, etc.
Et donc, avec le pilote, on est arrivé avec les cartes. On lui a expliqué le point de mouillage qui était 1,7 km, que derrière, en rajoutant la chaîne et en rajoutant le bateau, au maximum, au plus près, il était à 1,2 km. Et le gars, il continue à dire non, non, je ne comprends pas, et non, non, il est plus près, il est plus près. Donc c'est vrai que visuellement, quand on les voit, surtout les bateaux de 6000 passagers, c'est impressionnant, ça fait plus de 70 mètres, donc c'est imposant. Donc nous, on travaille cet équilibre-là. Et après, je crois que oui, les ports peuvent améliorer leur communication, mais si on n'arrive pas à se mettre à nos côtés, les politiques, les collectivités, pour qu'eux aussi soient capables de communiquer, parce que d'abord, ils ont une vraie connaissance. Ils ont compris que non seulement l'industrie faisait des efforts, mais qu'elle était quand même globalement vertueuse. Et aussi qu'ils aient une notion claire de ce que rapporte la croisière. Parce que souvent, on discute des retombées économiques directes en disant combien consomme un croisiériste, est-ce que c'est 30 euros, 40 euros, enfin bon, peu importe. Mais c'est surtout un teasing exceptionnel pour faire revenir les gens, pour faire des vrais séjours touristiques. Et la plupart des croisiéristes qui viennent d'un peu partout et qui viennent dans nos territoires, qui sont quand même des territoires exceptionnels, ont envie de revenir sur des séjours touristiques classiques. Et donc, c'est aussi la croisière, c'est aussi un outil marketing pour promouvoir les territoires pour des séjours classiques. Un produit d'appel. Moteur de développement du tourisme. Je vous redonne les chiffres que je donnais tout à l'heure dans une étude qui a été faite sur 2019. En fait, en escale, un passager dépense 36 euros par jour, et un passager qui est en tête de ligne, c'est-à-dire qui monte sur le bateau dans un port et qui revient dans son port, on est environ à 52 euros par personne en moyenne. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont intéressants quand on le rapporte au nombre de croisiéristes que vous avez. Je ne sais pas s'il y a des questions, a priori non pour l'instant du côté du chat. Jean-François Suas, l'idée d'Hervé Moine à Toulon, avec cette vulgarisation, avec ce container installé à l'entrée du port, ça peut être une bonne chose. Alors, c'est sûr que le mettre à l'entrée du terminal croisière, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de Marseillais qui iront jusque-là pour découvrir vraiment la croisière, sachant qu'en plus à Marseille, sachant en plus qu'à Marseille, ces bateaux de croisière, des dizaines de milliers de Marseillais, de Provençaux les voient quand ils passent sur l'autoroute A55, quand ils vont faire leurs courses à Grand Littoral ou quand ils sont dans les abords de Marseille en venant de l'Ouest. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus? Oui, alors il y aurait 40 ans que ça a été fait ailleurs, donc on peut considérer qu'on n'est pas très en avance. La plupart des grands ports comme Rotterdam, parce que ce qui est très amusant aujourd'hui, si vous voyez un port comme Hambourg, par exemple, vous avez à peu près 5 fois le trafic global de Fos et de Marseille au vieux port. Il faut le savoir. Il y a donc à peu près 30 000 mouvements, peu importe. Donc, vous voyez, 4 fois, 5 fois nos trafics aujourd'hui, alors qu'on était plutôt devant. Et pour autant, c'est beaucoup mieux accepté par une société allemande dont on peut penser que sur les questions environnementales, elle n'est pas très en retard sur la vie marseillaise, on va dire citoyenne. Une fois qu'on a dit ça, c'est qu'il y a des gens sur place qui sont beaucoup plus nombreux à vivre avec le port, puisqu'évidemment, les trafics sont restés là, dans des ports comme Hambourg, on fuit Marseille. Alors, une partie pour aller à Fos, évidemment, dans l'histoire, mais aussi sur les ports voisins. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable, nous, communauté portuaire, de créer ces outils-là. Alors là, la chance qu'on a avec M. Martel qui arrive du Havre, qui a créé le port center du Havre, qui était pas non plus très en avance, mais au moins qui dans les années 2010, s'est lancé dans ce projet. C'est un projet citoyen, évidemment, de ce qu'on appelle un port citoyen, où qu'on partage avec la mairie, la métropole, le département, enfin tous ceux qui veulent bien venir jouer, qui s'adressent à l'évidence aux plus jeunes, parce qu'il faut faire rêver, et convaincre les plus jeunes d'entre nous, entre guillemets, les étudiants, les scolaires et autres, de visiter ce port et d'en comprendre les enjeux, puisque là, on travaillera évidemment très tôt et très loin, recevoir des délégations. Alors qu'il a un rôle de pédagogie. Alors nous, on voudrait l'intégrer, donc c'est lancé. Alors, avec le Conseil de développement,
on va essayer de s'en occuper pour que ça aille vite, qu'on s'aligne avec la mairie sur le lieu, sur l'objet, sur le financement, parce que là aussi, si vous mettez tous les matins 200 ou 300 scolaires dans le port de Marseille, c'est merveilleux, mais il faut pouvoir les accompagner, il ne faut pas qu'il y ait de risque de sécurité, etc., des bateaux, ouais, tout ça, ça se fait. Alors ça, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça existe à Fos. À Fos, il y a un port ceinteur, mais qui est toujours brillant. La maquette. Voilà, la maquette, exactement. Mais voilà, nous, avec Digital, on a quand même quelque chose qui marche très bien, qui s'appelle le Smart Port InMed. Donc, ça fait partie de tout ça, ce sont des briques. Aujourd'hui, avec le Digital, on va aussi faire visiter un port avec des lunettes, avec de l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on veut. Bon, voilà, on est dans ce monde-là. J'espère qu'à Marseille, on va le faire très vite. Et ce sera le meilleur moyen que je connaisse pour faire de la pédagogie. Et surtout, moi, je dis toujours, une ville comme Marseille, enfin les Marseillais doivent aimer leur port. C'est pas possible autrement, puisque on est 2 millions à jouer dans cette aire métropolitaine uniquement parce qu'il y a eu un port un jour. Hein. Si vous allez à Carine-Rouet ou un peu plus loin, il n'y a pas eu de port. Enfin, vous voyez, et après on va à Nice, si on va à Montpellier, on est à 7, en fait, etc. Toutes les grandes villes de France, y compris Lyon, parce que Lyon, c'est le port de Marseille, mais vous allez à Bordeaux, à Nantes, vous faites tout le tour. Et Paris, évidemment, c'est le Havre. Donc, on sait pourquoi. Aujourd'hui, on est dans ce mouvement depuis une bonne vingtaine d'années de ce fameux… Alors, il y a la charte Villeport aussi, que vous connaissez tous, qui permet d'avancer. Donc, on a beaucoup d'objets administratifs, souvent, ou on va dire institutionnels, et peu de résultats, parce que c'est quand même de très gros moyens derrière. Il faut financer, il faut faire vivre, il faut créer les structures ad hoc qui soient pertinentes et pas une énième association qui mourrait de sa plus belle mort quelques mois ou quelques années après avoir été créée. Il faut des choses pérennes avec des personnels qualifiés. Voilà. Alors, c'est vrai que je vois à Toulon, c'est une excellente idée, hein, même si c'est éphémère, hein, mais on fait beaucoup de… Monsieur Bocara fréquente beaucoup les bars éphémères, je sais, donc il y a des choses comme ça qui se font. On va faire un peu d'humour quand même, on ne va pas rester sérieux pendant 1 heure et demie. Et donc voilà, vous faites quelque chose d'éphémère. Il faut à tout prix qu'on fasse mieux, évidemment, à Marseille. Ce serait quand même quelque chose qui dure. Et de toute façon, Toulon fera, je suis certain, un port center aussi. Sachez qu'il y en a un à Boulogne-sur-Mer, par exemple, et je ne pense pas qu'ils aient les mêmes moyens que le grand port maritime. Il y en a un à Lorient ou ailleurs. Vous voyez, donc c'est quelque chose de totalement indispensable et on est passé à côté. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais on est une génération où on pense que maintenant, on va essayer de ne pas passer à côté. Je crois qu'on a quasiment terminé ce rendez-vous. Je crois qu'il y a une question, on va la prendre, Elsa, vous nous la formulez, s'il vous plaît. Je vous demande à tous les trois de répondre très brièvement à cette question. Et puis après, je vous laisserai conclure chacun 1 minute sur cette thématique autour de l'environnement. Elsa, la question? Oui, alors la question était très concrète. Donc, on nous demande combien il existe de paquebots au GNL aujourd'hui. Donc, combien sont déjà existants et combien sont en construction, j'imagine? Alors, Jean-François Suas, peut-être. Je crois qu'à Marseille, il y en a 2, c'est ça? Voilà, il y a le Costa Smeralda et l'Aida Nova, si je ne me trompe pas. Bravo, mais je vois que la fréquentation, ce sont des bars maritimes que vous fréquentez, monsieur. Ouais, il connaît tout, hein, il connaît tout. Ouais. Alors, il y en a un autre qui est sorti depuis, donc il y en aura 4. Il y en aura, à moyen terme, donc en milieu de décennie, on va dire, il y en aurait quand même, il y en a 26, peut-être 40 avec les options, donc on est quand même sur un chiffre conséquent. On se dirige quand même vers 15 à 20% de la flotte mondiale. Il y a le fameux navire d'expédition de Ponant qui sort l'année prochaine, qui est au gaz aussi. Donc, à peu près tous les armateurs MSC aura les siens. Donc, il y en a 24 fermes de mémoire. Je crois qu'avec les options, on arrivait plus facilement entre 35 et 37. Mais bon, tout ça bouge beaucoup parce que les options, elles sont plutôt après 2025. Et aujourd'hui, celui qui pense pouvoir affirmer que toutes les options seront bien validées après 2025, il lit dans le marbre. Peut-être vous, M. Bocara, vous avez l'air de bien le connaître, tout ça. Donc, si vous pouvez nous dire quelque chose, je plaisante, mais voilà. Mais il y aura, vous voyez, il y aura peut-être moins de paquebots finalement. Peut-être qu'il y a une centaine en commande. Et sur ces centaines en commande, on est plutôt à 30-40% quasiment de navires GNL. Donc, c'est pas un mouvement éphémère, enfin ponctuel. On est sur du long terme, on est sur une transition. Après, il y a l'ammoniac, il y a le méthanol, il y a toutes sortes d'options. Exactement, il n'y a pas, voilà, tout à fait.
Mais pour ceux qui l'ont choisi, rendons-leur hommage parce que c'était un vrai saut quantique, comme on dit, un défi technologique majeur qui relevait avec des porte-conteneurs CMA CGM, avec la Corsica Linea, donc le port de Marseille qui aura un bateau aussi au GNL. Et puis il y a des armateurs comme Meridional par exemple, ou un grand comme Maersk qui dit mais moi je n'irai jamais dans le GNL, je veux d'autres sujets que celui-là pour la décarbonation parce qu'évidemment le GNL et il faut qu'on le dise ici, ne résout pas le problème du CO2, de la décarbonation. Il a une toute petite partie, mais pas essentielle. Merci Jean-François Suas. Vous avez 30 secondes chacun pour conclure sur cette thématique croisière et environnement. On commence par vous, Hervé Moine. 30 secondes. J'ai ma montre, 30 secondes. Dire qu'on a un axe que justement sur les fameux carburants alternatifs, sur l'hydrogène, on n'a pas beaucoup parlé. On aura, nous, une navette passager qui va pouvoir justement faire un shuttle et ça peut intéresser Cannes, je dis ça au hasard, mais je crois que ça au hasard non plus. Voilà. Sur l'hydrogène, ça avance fortement. Il y a un plan de relance à la clé où il y a 7 milliards d'euros positionnés. Ce n'est pas encore pour les grands bateaux de croisière, c'est vrai. Par contre, peut-être les premiers ferries sortent en Norvège. C'est un bel axe, en tout cas prometteur. Sur les croisières, ça ne s'adapte pas pour l'instant, mais comme le disait Jean-François, les e-carburants comme le méthanol peuvent être aussi des belles alternatives. En tout cas, Corsica Ferry, par exemple, il réfléchit fortement pour sa flotte de ferries. Voilà, donc on est sur le bon chemin. Oui. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. 48 secondes. Éric Barra, 30 secondes. 48, allez. Et évidemment, croisière et environnement totalement indissociables et évident. Je voudrais quand même saluer, parce que Hervé n'a pas eu le temps de le dire, mais un boulot énorme de la CCI et du port de Toulon sur ces travaux pour aller vers des motorisations hydrogène. Donc ça, c'est vraiment un super boulot, donc bravo pour tout ça. Et oui, donc il faut qu'on améliore la com et surtout qu'on soit collectif sur ces sujets. Ne faisons pas de compétition sur l'environnement. Battons-nous sur les prix, battons-nous sur les services, battons-nous sur plein de choses, mais pas sur l'environnement. Sur l'environnement, il faut qu'on joue paire collectif. Tout à fait. Jean-François Suas, allez, 48 secondes aussi. Très court, 48 secondes, même pas plus. On a des premiers ferries à batterie. Il faut qu'on ait des paquebots aussi de petite taille, peut-être au départ, mais avec une autonomie, par exemple, pour ne pas émettre durant l'escale et pendant les manœuvres. Et c'est ce qui va arriver. Voilà. Donc, et évidemment, il y a l'hydrogène aussi. Il y a les premières piles à combustible sur l'année prochaine sur des bateaux de Royal Caribbean mais ça fera qu'une toute petite partie parce que les puissances sont immenses. Donc, mais c'est l'enjeu de la décennie, il n'y a pas de doute. Merci à tous les trois. Ce workshop croisière qui s'achève pour cette deuxième journée. Je le rappelle, vous étiez près de 300 inscrits, plus de 150 rendez-vous B2B. Ces rendez-vous qui se poursuivront d'ailleurs demain, tout au long de la journée. Participation très importante de l'ensemble des acteurs. C'est la preuve que la filière, je le disais en introduction, n'est pas à l'arrêt et prépare de façon très active le futur avec un retour des clients et des bateaux dans les ports de la région sud. Jean-François, je vous laisse le mot de la fin pour cette journée, en 1 minute, là encore. Désolé, j'avais encore coupé. Ravi d'avoir trouvé autant d'écho à notre initiative parce que c'était pas simple d'organiser tout ça évidemment en visio avec le problème technique qu'on a connu un peu malheureux de la limitation à 100 la première matinée, mais tout est rentré dans l'ordre. Et plutôt que de ne rien faire en attendant, voilà, c'est aussi montrer le chemin qu'on existe, un chemin d'espoir parce que on rencontre le préfet rapidement. J'ai eu un appel ce matin du ministère de la Mer. Voilà, la montagne est un peu en train de vivre ce qu'on vit nous aussi, avec peut-être des gens qui vont partir skier à 20 km de chez eux en Suisse ou en Autriche ou ailleurs et pas en France. Donc j'espère que nous, en un moment, on aura un calendrier, des gens qui nous disent, parce que là on parle beaucoup, mais on n'a toujours pas une date, on n'a pas un calendrier de quoi que ce soit, et on a des centaines quand même d'escales qui sont programmées l'année prochaine à Marseille, par exemple, pour le moment. Et on voudrait quand même pouvoir dire à ces gens-là, écoutez, au mois de mars, ça semble être bon, au mois d'avril, ou peut-être même le 15 décembre, si on est déconfiné, vous voyez. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler très rapidement. Et c'était bien de revoir tout le monde, même si
on ne lit que la liste des participants à certains moments ou autres, mais ça fait chaud au cœur pour ceux qui l'organisent et je l'espère aussi pour ceux qui ont été présents, évidemment, qui ont trouvé des réponses à leurs questions et retrouver là aussi une trajectoire vers la reprise, parce que c'est pour ça qu'on se bat avant tout, même si on a organisé et on continuera à organiser beaucoup de choses. Aujourd'hui, la priorité absolue, c'est de faire entendre au gouvernement que la croisière qui reprend au Japon, qui reprend partout, peut reprendre en France dans les meilleures conditions. Merci Jean-François Suat. Je vous rappelle que les ateliers B2B se poursuivent demain. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce rendez-vous, à ces conférences. Et puis aussi un grand merci à toute l'équipe du Marseille-Provence Cruise Club avec Hélène, Ophélie, Elsa, Herrier et Thomas pour l'organisation et la participation. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. À très vite, peut-être la prochaine fois sur un bateau. Et vive la croisière. Bonne soirée. Merci.